Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci. Hello, pour cet épisode, je reçois une invitée de marque pour parler de désir de maternité quand on est né sous X. Mais nous allons aussi parler d'adoption, de parentalité et de justice reproductive. En France, il faut savoir que le droit d'accoucher sous X concerne environ 600 femmes chaque année. La femme enceinte qui souhaite accoucher sous X doit avoir l'équipe médicale de l'établissement de santé de son choix. Aucune pièce d'identité ne peut lui être demandée et aucune enquête ne peut être menée. Elle peut lever le secret de son identité à tout moment au cours de sa vie. Focus sur mon invité qui je pense sans qui je n'aurais jamais pu être là face à vous pour parler de désir et non-désir de maternité et donner la parole à des femmes noires. Cette personne a ouvert la voie. Elle a permis à toute une génération de femmes noires, 24 femmes noires, d'être à l'écran et de pouvoir partager avec nous leur vécu, leur récit. J'ai l'honneur de recevoir la documentariste et sociologue Amandine Gay, qui a réalisé le documentaire Ouvrir la voie. Salut Amandine. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. Ouais. Alors merci déjà d'être ici avec nous. Franchement, c'est tout un honneur pour moi de te recevoir. Écoute, je suis ravie. Merci de m'avoir invitée. Du coup, alors ce que je pose à mes invités pour débuter, c'est de parler un peu de leur schéma familial. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance ? Comment c'était avec tes parents ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Alors, donc, chez moi, on est deux. Donc, j'ai un grand frère qui a 12 ans de plus que moi et qui est adopté aussi et qui est donc noir aussi. Il s'appelle Daniel. Et puis, j'ai mes deux parents, donc Marie-Claude et René. Mon père, il est décédé en 2015 et ma maman, elle est toujours là, donc ça, c'est bien. Et donc, j'ai grandi à la campagne lyonnaise, moi, en fait, près de... le village s'appelait Montanet. Et donc, c'était dans ce village-là, les deux noirs, c'était mon frère et moi. Et donc, comme je suis adoptée, mes parents sont blancs. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille, avec une mère instite et un père qui était cantonnier, donc qui balayait les rues. Donc, c'est vrai que dans ma famille, c'est ma mère qui a fait plus d'études, c'est ma mère qui gagnait plus d'argent. D'accord. Et mon père, comme il travaillait très tôt le matin, il faisait genre 6h, 13h, il s'occupait aussi beaucoup de nous. Donc, par exemple, moi, quand j'étais petite, c'est lui qui venait me récupérer à la crèche ou même qui me gardait les après-midi. Donc j'ai grandi dans une maison où il y avait un rapport très égalitaire, aussi parce qu'il participait aux tâches ménagères, etc. Bon, c'était pas un très grand cuisinier, quoi. Qu'en vieillissant, il s'est vraiment mis à la pâtisserie, à faire des trucs. Mais bon, il participait quand il faisait le ménage, il faisait tout sauf le repassage et on va dire la cuisine quotidienne, quoi. D'accord. Il faisait un peu la cuisine, genre les trucs qu'il aimait faire et genre pour Noël, les trucs que font un peu les hommes, quoi, généralement, qui est genre la cuisine de gala. C'est ça, d'occasion. Ça avait l'air super de vivre au sein de ta famille. Enfin, ça donne envie en tout cas. Ah, moi, j'ai eu une enfance quand même très heureuse et puis effectivement avec... on va dire avec la chance d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup de place. Moi, j'ai été très choyée, j'allais à la musique, au basket. Puis ma mère a plein de valeurs, mais de choses dont je me suis rendu compte effectivement qui ont eu un impact sur ma vie plus tard. Donc, elle s'était rendue compte justement, elle a rencontré mon frère parce que c'était un enfant qui était placé en foyer et elle l'a eu dans sa classe. Et donc avant de l'adopter, ils l'ont d'abord parrainé, donc il le prenait les week-ends, les vacances, etc. Et elle s'était rendue compte en fait que donc, dans ce village où elle travaillait, où il y avait un foyer, quand il y avait des anniversaires, les enfants du foyer n'étaient jamais invités. D'accord. Et donc du coup, quand moi j'ai commencé à faire mes anniversaires, la règle c'était soit j'invite toute la classe, soit j'invite personne. Ouais. Et donc comme elle était instite, elle avait l'habitude d'avoir plein d'enfants. Mais c'est vrai que rétrospectivement, je pense ça c'est des choses où moi j'ai appris qu'on laisse personne sur le carreau et il n'y a pas de concours de on va dire de popularité. Si tu fais une fête, t'invites tout le monde. Et je sais que pour certaines personnes dans ma classe qui étaient marginales pour d'autres raisons, pas forcément pas la question raciale parce qu'on n'était pas beaucoup, mais pour d'autres personnes qui étaient marginales, il y en a une ou deux aussi avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, et parce que finalement j'étais une des rares personnes qui les invitait à son anniversaire, et puis ils ont un très bon souvenir de ma mère, donc
Donc oui, non, là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est top. Et c'était comment d'être la plus jeune? Tu parlais d'être choyée. Est-ce que ton grand frère, c'était le grand frère? Oui, ben alors, bon, quand on avait 12 ans d'écart, il est parti à la maison quand j'avais 8 ans. Ah oui. Alors, mais je sais, en tout cas, les photos en témoignent, qu'il s'occupait beaucoup de moi quand j'étais petite. Et puis que voilà, quand j'étais petite, c'était vraiment mon héros, quoi. Oui. Aussi, parce que mon frère, il était très doué en sport, donc il gagnait des compétitions d'athlétisme, et puis il jouait de la trompette très bien, et puis il dansait très bien, donc il imitait Michael Jackson, donc il faisait le moonwalk et tout, donc enfin c'était vraiment genre... donc oui, non, mais être la plus petite, c'est toujours... c'est chouette, hein. C'est toujours très bien, c'est quand même la meilleure position, il faut le dire. Les autres ont essuyé les plâtres, tout le monde est content que tu arrives, il n'y a pas la même pression, parce que bon, non, c'est super. Je pense que j'envie mes petits frères et sœurs. Je suis toujours là, mais vous avez eu trop de chance. C'est toi l'aîné? Ouais. Ah, c'est moche. Ah ouais, c'est trop moche, franchement. Donc du coup, alors moi j'ai pu voir, j'ai beaucoup regardé ce que tu fais aussi, j'ai regardé plein de vidéos, je m'intéresse beaucoup à ce que tu fais et je trouve que ce que tu fais est génial. Et notamment, tu parlais justement de comment ta maman a préparé en fait ton arrivée, notamment dans ta classe. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très louable. Comment c'était en fait pour toi d'être... du coup, est-ce que tu as des souvenirs en fait de cette période où tu es arrivée dans cette nouvelle classe et tu disais que c'est en changeant d'école que tu as affronté en fait le racisme? Oui, je dirais que non, justement, je n'ai quasiment pas de souvenir de ma première école maternelle parce que c'était super. Ouais. Donc, je me souviens pas de grand-chose. Aussi, j'étais petite, moi, j'ai commencé l'école à 2 ans. Donc, je pense que je commence à avoir des souvenirs autour de 3. Et donc, j'ai souvenir qu'on regardait les Badaboks, qui était une espèce de série animée. Et je me souviens aussi qu'il y avait des tricycles parce qu'on courait à la récré pour essayer d'avoir un tricycle parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Donc, voilà, ça, c'est mes 2 gros souvenirs de l'école maternelle avant mes 5 ans. Et puis aussi des spectacles. On dansait déguisés en champignons. Mais aussi, ça, c'est parce que j'ai vu des photos, donc je ne sais pas si je me rappelle bien où c'est les souvenirs reconstruits. Mais effectivement, ma mère avait quand même bien conscience des questions raciales. Et donc, avant que j'aille à l'école, elle travaille dans cette école. Et donc, elle a été voir la directrice en disant, nous, on a notre petite fille, elle va arriver à l'école, et elle est noire, etc. Et donc, du coup, la directrice de l'école a dit, on va voir ce qu'on peut faire. Et ils ont acheté un poupon noir pour que les enfants à l'école voient qu'il y avait des enfants qui pouvaient être noirs aussi, etc. Donc ça, c'est sûr que maintenant, je me rends compte, donc moi je suis en 84, donc c'est d'être 86, 87. Déjà, il fallait les trouver, les poupons noirs à la campagne lyonnaise. Donc déjà, il y a eu un vrai investissement là-dessus. Et c'est vrai que tout au long de mon enfance, moi, j'ai vu des poupées noires. Et oui, ma mère faisait attention. Elle avait donc cette amie qui était diacre, qui était guadeloupéen. Donc, on allait aux messes guadeloupéennes. Donc, ça me permettrait d'être avec des noirs. Et puis, à 8 ans, j'ai commencé le basket aussi parce que donc, j'étais quand même très grande, petite. Enfin, très grande quand j'étais enfant. Parce que c'est un peu étrange comme phrase. J'étais très grande, petite. Et du coup, le médecin de famille avait dit peut-être que ce serait bien de la mettre au basket, qui serait aussi un endroit où elle sera un peu, on va dire, valorisée aussi. Alors, je ne sais pas si ça avait été dit en tant que noire, mais enfin, l'idée étant qu'être grande et noire, il y avait quelque part où peut-être ça allait bien se passer et ce serait au basket. Et ça aussi, je pense, ça a durablement impacté ma vie en positif parce qu'à 12 ans, je suis partie jouer dans un club donc en banlieue lyonnaise à Bron où là, quasiment tout le monde était noir et arabe. Et je me rends compte que dans l'expérience des personnes noires adoptées, très souvent, et surtout quand on grandit à la campagne, il y a cette question de l'isolation et donc de la difficulté de créer des liens aussi avec les communautés noires quand on grandit parce qu'on est complètement déconnecté et donc on va dire des choses où on va être repéré comme n'étant pas des vrais noirs quasi immédiatement et dans le même temps on a un désir d'appartenance et du coup on a déjà vécu le racisme avec les blancs et puis maintenant on a l'impression qu'on n'est pas accepté par les noirs, etc. Et moi, je dirais que ça m'est quand même arrivé relativement tôt dans ma vie, mais donc du coup, qui a fait qu'ensuite, c'était plus une question. Et que je maîtrisais certains codes, etc. Et que j'ai maintenant des références musicales que j'ai pu construire dès l'adolescence et qui, je pense, auraient été peut-être plus difficiles à obtenir si j'avais pas joué au basket et si j'avais pas, du coup, été amenée à être en contact de personnes noires, sachant que ma mère m'a aussi emmenée en Guadeloupe. Mes parents voulaient que j'aille une fois quelque part où la population était majoritairement noire, parce que mon frère
avait grandi à Martinique, donc c'était différent. Lui, il avait eu cette expérience-là avant d'arriver en France hexagonale, mais moi jamais. Et donc, on est allé en Guadeloupe, je pense, quand j'avais 12-13 ans. D'accord. Et on a été en Basse-Terre, parce que ma mère avait une amie là-bas, et donc du coup, le côté moins touristique. Et c'était super, quoi. T'as adoré? Bah oui, bien sûr. Mais même, j'ai pas compris pourquoi ma mère n'avait pas demandé à être mutée aux Antilles. Mais bon, même ça, elle avait quand même une conscience politique. Ce qu'elle m'a dit, que bien sûr, elle y avait donc été quand elle avait la vingtaine, dans le cadre d'un échange, d'un truc catholique, etc. Et en fait, elle avait rencontré un syndicaliste qui lui avait dit « Oui, mais vous, en fait, les métros, si vous venez travailler, ici, nous, après, on a du mal à avoir des postes, etc. » Et donc, elle m'avait dit, donc moi, je me suis toujours sentie mal de demander une mutation. Et j'étais là, je me disais « Oui, c'est vrai. » Mais je me disais quand même, il y avait un argument dans son cas. Il y avait moi, donc c'était pas exactement comme si c'était vraiment juste une famille blanche qui allait comme ça en Guadeloupe, quoi. Et moi, j'aurais été contente, en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est vraiment j'aime bien ton histoire parce que certes, ça n'a pas dû être simple non plus tout le temps, mais j'ai l'impression que tes parents ont quand même fait un super boulot et je pense que beaucoup de parents adoptés devraient prendre exemple sur eux. Et moi, je voulais faire j'essaie d'être linéaire du coup dans l'histoire. Donc, moi, il y a une date que j'ai retenue, c'est le 14 novembre 2002. C'est le moment où tu décides en fait d'ouvrir le dossier par rapport à tes parents, tes premiers parents, parce que je crois que tu disais que tu n'aimes pas le terme parents biologiques. Comment ça s'est passé ? Bon, alors, je pense que quand on est né sous X, c'est compliqué, et même pour les personnes adoptées à l'international, c'est assez rare de ne pas développer un intérêt pour le sujet, parce que déjà, même si toi, tu t'y intéresses pas, la société va constamment te dire « Mais là, pourquoi t'es noir et tes parents, ils sont blancs, et pourquoi t'as laissé ta mère, et pourquoi ?» Donc, même si toi, tu te posais pas de questions, et je pense souvent d'ailleurs que un bon nombre de traumas et de stress qu'ont les personnes adoptées viennent de la société. Je pense que si on avait justement une vision moins biologisante de la famille, il y a plein de questions qu'on se serait pas posées. Moi, la première, ça me posait pas question que mes parents soient blancs et que moi je sois noire, jusqu'à ce qu'effectivement je change d'école à 5 ans et qu'on me dise « Ah, t'es noire, mais pourquoi ta mère elle est blanche et pourquoi ta mère elle t'a laissé ?» Et puis toi t'es là genre « Je sais pas, j'ai 5 ans !» Donc du coup, c'est sûr qu'il y a une curiosité. Alors moi, quand j'étais en grandissant, je parlais pas trop du fait que j'étais adoptée. Et c'était pas une obsession. Enfin, je veux dire, moi, je connais des personnes qui, dès l'adolescence, voulaient absolument savoir d'où elles venaient, etc. Mais moi, j'ai toujours été curieuse, donc j'étais quand même curieuse. Je me disais, c'est quoi l'histoire ? Et est-ce qu'il y a des infos ? Est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Et du coup, j'avais toujours eu envie d'aller voir mon dossier quand je serais majeure. Alors, sachant que, encore une fois, là aussi, mes parents m'avaient dit, si tu veux, c'est possible d'aller voir son dossier quand on est mineur, mais il faut être accompagné de ses parents adoptants. D'accord. Ce qui est quand même aussi un souci pour les personnes pour qui ça se passe mal. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez 14, 15 ans, que vous avez envie de voir votre dossier et que ça se passe très mal avec vos parents adoptants, pourquoi, en fait, est-ce que vous êtes obligé d'être accompagné par eux pour y avoir un système de suivi psychologique et qu'on ait accès à notre dossier. Enfin, c'est un peu, du coup, un saut dans le temps, mais là, le prochain film s'appelle Une histoire à soi, parce que je trouve qu'une des plus grandes violences qui nous est faite en tant que personne adoptée, c'est la dépossession de notre histoire. En fait, à peu près tout le monde a des informations sur nous, sauf nous. C'est-à-dire que souvent, nos parents adoptants, quand ils faisaient les procédures, etc., on leur a dit des choses sur nos parents, sur nos premiers parents, et donc ou nos parents de naissance. Et en fait, ces choses-là, ils peuvent nous les raconter, ou ils peuvent ne pas nous les raconter, ou ils peuvent aussi mal s'en souvenir. Et donc, du coup, cette seule interaction avec une travailleuse sociale, il y a 15 ans, quand nous, on commence à poser des questions, ils ne se rappellent pas forcément, etc. Ensuite, il y a les institutions. Et les institutions, elles ont votre dossier et elles ont les informations. Et bien souvent, elles ont d'ailleurs même les informations sur votre mère de naissance. Et votre mère de naissance aussi, elle a des informations. Et parfois, votre père de naissance aussi, s'il est au courant que vous êtes né, etc., etc. Donc, à peu près tout le monde décide dans le cadre de l'adoption, sauf les personnes adoptées, en fait. Les personnes qui n'ont pas d'agentivité, et je donne souvent cet exemple pour ceux qui sont adoptés à l'international, ça semble tout à fait normal pour des personnes de changer de pays pour un travail. Il y a un terme pour ça même, on dit les expatriés,
pourquoi est-ce que ça ne semble pas normal de changer de pays pour fonder une famille ? Clairement. Pourquoi est-ce que c'est normal de déplacer les enfants ? Ce qui est normal, en fait, c'est ce qui est le plus facile. C'est ça. Parce qu'on n'a pas besoin de demander son consentement à un nouveau-né. Et donc, en fait, on le prend de la Corée, puis on l'amène en France. Et puis, si cette personne-là, après, elle passe toute sa vie à se sentir ni française, ni coréenne, ni etc., finalement, ce n'est pas le sujet. Et donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment tous ces impensés de où est-ce qu'on nous met, nous, en tant qu'individu, et quelle agentivité on a. Et du coup, quand j'avais 18 ans, moi, je voulais aller voir mon dossier seule parce que j'avais l'impression que c'était justement une façon de commencer à reprendre le pouvoir sur mon histoire. C'est-à-dire que j'ai apprécié beaucoup que mes parents aient proposé de m'accompagner, mais moi, je voulais y aller seule et je voulais y aller quand j'étais majeure, qui pour moi était un moment, genre, ça y est, maintenant, je peux prendre mes décisions. Et donc, comme je savais qu'il y avait un peu d'attente, j'ai fait la demande 3 mois avant d'avoir 18 ans pour être sûre que quand j'allais avoir 18 ans, je pourrais voir mon dossier tout de suite. D'où le fait que j'ai été convoquée le 14 novembre 2002. Et donc, c'était avant des améliorations qui ont eu lieu depuis. Donc, ma génération, on allait à la DAS, donc département, je sais pas quoi, aide sociale à l'enfance. Donc, c'était avant que ça s'appelle l'ASE. Et donc, moi, j'ai été à la DAS du Rhône. Et en fait, maintenant, on propose en amont d'aller voir son dossier, d'avoir un rendez-vous avec une psy, d'être accompagné, etc. À mon époque, ça se faisait pas. Donc moi, j'ai reçu ma lettre, j'ai été à mon rendez-vous le 14 novembre. Là, il y a une personne dans un bureau hyper moche d'un immeuble dégueulasse qui m'a dit voilà, ça c'est votre dossier, est-ce que vous voulez que je reste pendant que vous le regardez ? Et là, pareil, je lui ai dit non, en fait. En fait, j'aimerais bien pouvoir avoir une réaction. On se connaît pas. Donc en fait, là, c'est un des moments les plus intime, quoi. Et puis les plus intenses de ma vie. Je connais rien de mon histoire. Et là, je vais savoir dans 5 minutes si je vais savoir quelque chose ou si je saurai jamais rien. Donc non, j'ai pas envie que toi, Martine, que j'ai jamais vue, tu sois là quand je m'effondre en pleurs, si je m'effondre en pleurs ou quoi. Donc je lui ai dit non, je vais être toute seule dans la salle. Et donc je commence à regarder mon dossier, donc j'apprends des choses, et puis il y en a d'autres qui sont confirmées, etc. Et donc moi j'ai eu de la chance parce que ma mère de naissance avait dicté à l'assistante sociale de l'époque une lettre pour moi. D'accord. Donc qui racontait un peu son histoire, dont j'ai depuis découvert que c'était une lettre du vrai et du faux, mais au moins à l'époque, j'ai eu ça, et donc j'ai eu confirmation qu'elle était marocaine, etc. Mais par exemple, dans les choses qui m'ont énormément surprise, parce que comme beaucoup de personnes adoptées, j'ai souscrit aussi à beaucoup de représentations sur l'adoption de la société. Donc pour moi, c'est sûr que c'était une jeune femme, etc. Et puis en fait, elle avait 27 ans quand elle a décidé de se séparer de moi. Et donc ça, par exemple, je ne l'ai pas très bien vécu, parce que je me disais, mais attends, t'as 27 ans, je sais pas, t'as jamais entendu parler de la pilule, c'est quoi le concept ? Enfin, j'étais là, genre 27 ans, c'est vraiment pas... Par exemple, ça, c'était quelque chose où je me suis rendu compte que il y a toute une représentation de ce qui conduit une femme à se séparer d'un enfant dans la société, qui finalement, pour les amis que j'ai qui ont retrouvé leur mère de naissance, et quand même souvent sur les recherches qu'on trouve, c'est pas forcément toujours ça. C'est-à-dire que les représentations qu'on a, c'est que forcément on est issu d'un viol, ou c'est une personne qui avait 14 ans, etc. Et souvent, c'est pas ça. Ça peut être des situations plus complexes. Et dans mon cas, ma mère de naissance, c'était une femme qui avait émigré en France et qui n'avait donc pas de papier, qui était sans papier, mais qui avait rejoint sa sœur, sa mère, etc. Et elle était venue pour avoir un meilleur destin, pour travailler. Et donc, effectivement, elle s'est retrouvée dans la situation d'être enceinte et qu'il soit trop tard pour avorter, et soit, ce que j'ai aussi appris plus tard, par rapport à ses convictions religieuses, qu'elle ne pouvait pas avorter. Et donc ça, par exemple, c'est un autre cas auquel on ne pense jamais. Moi, la première, j'y pensais pas. Mais c'est vrai que dans la religion catholique ou dans la religion musulmane, quand on est très pratiquant ou très pratiquante, l'avortement est assimilé à un crime, à un meurtre. Et donc, en fait, c'est techniquement moins grave de se séparer d'un enfant que d'avorter. Et donc, d'ailleurs, il y a énormément d'orphelinats au Maroc et il y a énormément d'enfants à les orphelinats au Maroc parce que voilà, comme il y en avait beaucoup en France, là, vous avez donné les chiffres, tu as donné les chiffres pour la naissance sous le secret. Aujourd'hui, on est à moins de 600 ou 700 naissances sous le secret par an. Déjà, à mon époque, on était plutôt à 3000. En 1900, en France, il y avait 30 000 abandons par an. 30 000. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant de voir aussi justement l'évolution des conditions de séparation entre des mères de naissance et les enfants. Parce que quand les conditions matérielles générales s'améliorent, quand l'accès à la contraception, l'accès ou la légalisation ou
on va dire, l'autorisation aussi sociale, etc., de l'avortement progresse, quand les niveaux d'éducation des femmes progressent et que donc, effectivement, elles font des enfants plus tard, etc., ben, on voit que le nombre d'enfants qui sont confiés en adoption chute drastiquement. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que finalement, cette idée de la jeune fille de 14 ans où bah, elle est complètement... elle est très réductrice. Bien sûr que ça arrive. Ça arrive aussi que des femmes soient victimes de viol et que ce soit la raison pour laquelle elles se séparent de l'enfant. Mais il y a des raisons multiples et variées. Ça peut être parce que une personne est dans une histoire d'amour et puis elle pense que faire un enfant va lui permettre de conserver cette histoire. Et puis quand ça marche pas, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe et elle se sépare de l'enfant. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Et donc ça aussi, c'est quelque chose... je pense qui est très importante pour moi parce que quand on présente les mères de naissance, on va dire comme des victimes unidimensionnelles, finalement on les déshumanise. Elles ont aussi, elles aussi une agentivité. Et bien sûr que c'est souvent des femmes pauvres, bien sûr que c'est souvent des femmes qui viennent de milieux peut-être plus traditionnels, etc., etc. Mais à un moment donné aussi, elles ont fait un choix. Et moi, par exemple, en tant que femme, je me sens plus, on va dire, en empathie avec ma mère de naissance, d'un point de vue de femme à femme. Ben moi, je peux comprendre qu'une femme qui a traversé la Méditerranée, qui essaye de se créer une nouvelle vie, etc., et qui peut-être est tombée amoureuse de quelqu'un, et puis elle se retrouve dans ce mauvais pas, etc., moi, je comprends qu'elle se sépare de l'enfant. Moi, en tant que personne qui a été abandonnée, ça ne m'a pas fait kiffer. Mais moi, en tant que personne qui a de l'ambition, qui a des envies d'améliorer ma vie, etc., je me dis, si j'avais fait tous ces sacrifices d'un côté et que je risquais de me retrouver mère célibataire dans une culture où en plus j'allais peut-être perdre le seul soutien que j'ai, parce que si elle vient en France et qu'elle rejoint sa mère et sa sœur et que sa mère découvre qu'en fait elle a eu un enfant, qu'elle est enceinte, etc., alors qu'elle n'est pas mariée, est-ce qu'elle allait prendre ce risque-là alors qu'elle était venue chercher une meilleure vie? Et ça, par exemple, pour moi, c'est vraiment une des choses que j'aimerais qu'on puisse entendre. J'aimerais qu'on stigmatise moins ces femmes pour qu'elles puissent dire, à un moment donné, je me suis choisie moi, en fait. Et que en fait, bah, c'est un choix. Et moi, c'est un choix qui a pu me faire souffrir parce qu'effectivement, bah, c'est pas agréable de se dire « Ah bah, j'étais pas assez bien pour qu'elle me garde, etc. » qui est la perspective qu'ont les personnes nées sous le secret. Mais je trouve qu'aussi, justement, en devenant adulte, je me dis, bah, je peux comprendre aussi, et peut-être qu'une des choses qu'elle m'a léguées, on va dire, dans mon capital génétique, c'est ce truc de bah, je me fais passer avant et je mène mes combats et j'ai de l'ambition. Je me dis peut-être que c'est quelque chose que je tiens d'elle. C'est quelqu'un qui a traversé la Méditerranée et qui, coûte que coûte, s'est fixé l'objectif d'avoir une meilleure vie. Donc, pour en revenir au dossier, ça, c'était pas écrit dans le dossier. C'est une analyse a posteriori. Donc, j'ai eu ces infos à 18 ans et en fait, ça a été en fait très violent pour moi parce que quand est venu le temps, donc quand la personne qui travaillait à la DAS est revenue, je lui ai dit, bon, bah, je pars avec mon dossier et elle m'a dit, ah bah, vous pouvez avoir une copie si vous voulez. Et là, en fait, bon, je pense que j'étais émue pour d'autres raisons, mais ça m'a mis dans une colère. Ça m'a vraiment mis une rage terrible parce que je me disais, encore une fois, on me prive de mon histoire. Tout ce que j'ai, c'est ce groupe de feuilles, etc. Pourquoi est-ce que c'est pas vous qui gardez la copie? Moi, c'est ton histoire. Je me disais, et donc je suis partie avec la copie parce que c'est comme ça. Et là, j'ai été vraiment... là, au départ, je voulais y aller vraiment toute seule. Et puis, une copine a insisté pour m'accompagner. Elle a bien fait parce que je suis sortie de la DAS, j'étais en pleurs, etc. Et donc, en fait, ça, c'était en 2002. Et j'ai réouvert ce dossier pour la première fois, je pense, en 2015-16. Ah oui. J'y ai plus jamais touché, en fait. C'est vrai. Je l'ai pris, je l'ai rangé quelque part et je me suis dit, OK, c'est bon. Et aussi parce qu'il y a un côté, je pense, avec l'adoption, il y a un côté boîte de Pandore. Faire des recherches, c'est jamais savoir ce qu'on va trouver. Et c'est toujours s'exposer à des nouvelles déceptions, à des nouvelles, ou à des nouvelles questions aussi. Ça, je pense, c'est aussi une chose que les personnes adoptées ont besoin d'entendre. Il faut vraiment pas penser qu'on va trouver des réponses. La plupart de nos recherches vont se terminer avec plus de questions. J'ai même plein d'amis qui ont retrouvé leur mère de naissance. Et j'ai une amie, par exemple, qui depuis 20 ans, sa mère de naissance ne veut pas lui dire qui est son père de naissance. Ah oui. Donc du coup, ça aussi, c'est très particulier parce que vous savez pas qui vous allez rencontrer. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un de bienveillant, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un de pas bienveillant. Vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous n'avez rien en commun, parce que c'est pas parce que cette personne vous a mis au monde, vous après vous avez grandi. Dans mon cas, par exemple,
dans une famille blanche à la campagne, moi je suis agnostique, pansexuelle, etc. Si je devais rencontrer ma mère de naissance, dont je sais qu'elle est musulmane, pratiquante, qu'elle vient d'un milieu populaire, etc., est-ce qu'on va avoir des atomes crochus ? Est-ce qu'on va avoir des points d'accroche, etc. Donc je pense aussi que toute cette question du fantasme qu'on peut avoir sur les familles biologiques, sur les parents de naissance, etc., c'est vraiment des choses à mettre en perspective avec ce que peut être la réalité de ces rencontres. L'adoption se traversée par des enjeux de classe. C'est très rarement des filles de bonne famille qui se séparent de leurs enfants. C'est quasi majoritairement des personnes issues de milieux précaires. Et l'adoption, puisque en France, il y a tout un processus pour adopter, avec enquête sociale, enquête justement sur est-ce que vous avez les moyens pour vous occuper des enfants, etc. Vous ne serez pas adopté dans des familles de classe populaire, c'est forcément classe moyenne, voire même plus, sachant que souvent dans l'adoption internationale, vu les coûts engendrés par l'adoption internationale, vous allez plutôt être adopté dans des familles bourgeoises. Donc déjà, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que le fait de grandir dans une famille de classe moyenne supérieure, ou même vraiment dans la bourgeoisie, quand on est par exemple d'origine brésilienne, et ben si vous retrouvez une famille et que votre famille elle vit dans, on va dire, même la classe moyenne brésilienne, c'est vraiment pas la même que la française, ce différentiel là il existe. Donc c'est quoi les rapports aussi qu'on peut développer avec une famille quand on a énormément plus d'argent, quand on a un passeport français, quand on a fait certaines études, etc. Mais donc oui, suite à la découverte de mon dossier, j'ai mis un petit couvercle sur cette partie de ma vie et j'y suis retournée que beaucoup plus tard. D'accord. Et du coup, tu as dit beaucoup de choses très intéressantes et merci. Moi, j'avais une question, c'est par rapport à... Tu parlais de ce lien de filiation qui des fois est compliqué en fait, est perçu différemment en France. Enfin, je vais peut-être me réexpliquer. J'ai bien aimé une de tes analyses, c'est par rapport au concept de faire famille. Qui est-ce qui a le droit de faire famille ? Tu as beaucoup parlé du fait que la plupart des mamans qui décident d'accoucher sous X, c'est qu'il y a des conditions qui sont derrière et qui ne sont pas simples. Et je voulais faire le lien avec la justice reproductive qui, je crois, est une notion qui est très importante à tes yeux et qu'en France, on ne connaît pas. Enfin, honnêtement, moi, quand j'ai découvert le concept, je me suis dit, mais attends, en cours, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Quand on parle de féminisme, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Comment est-ce que tu articulerais, en fait, cette question d'adoption, de justice reproductive et de faire famille ? Alors, je pense que déjà, l'important, c'est de donner une définition, alors qui n'est absolument pas genre officielle. Mais pour comprendre le concept de justice reproductive, l'idée, c'est de se dire que, justement, tout ce qui concerne la reproduction, la stérilisation, la contraception, le placement d'enfants en foyer ou le placement d'enfants en adoption, de considérer toutes ces pratiques-là comme étant le reflet des inégalités institutionnelles qui existent dans la société. Et que donc, les enjeux de reproduction, de contraception, de placement d'enfants, etc. sont traversés par les questions de classe, les questions de race, les questions de handicap, les questions des rapports nord-sud. Et donc, dans le cadre de l'adoption, par exemple, l'enjeu, c'est effectivement de se dire qui a les moyens d'adopter qui. C'est-à-dire que les flux d'enfants vont généralement dans un seul sens, qui est les enfants des classes populaires vers les familles de classe moyenne et supérieure. Les enfants des pays du Sud global, j'ai l'air globaux, mais non. Les enfants des pays du Sud global, donc, ou des pays de l'Est, vers les familles du Nord global. Et ça, en fait, c'est pas un hasard. C'est pas parce que les Éthiopiens n'ont pas envie d'adopter des Suédois. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de conditions matérielles qui font qu'il y a assez de Suédois qui sont laissés par leurs parents de naissance pour que, du coup, ils soient disponibles pour l'adoption internationale. L'adoption internationale, c'est un terrain qui permet de politiser l'adoption beaucoup plus facilement, on va dire, que l'adoption locale, parce que je dirais que l'adoption nationale, elle a vraiment cet enjeu de classe. Mais sur l'adoption internationale, on voit aussi très vite, justement, la question aussi des rapports de pouvoir entre États. Une des premières choses que font des pays dès qu'ils commencent un peu à sortir de difficultés économiques, etc., c'est de mettre
fin à l'adoption internationale, ou en tout cas de la limiter drastiquement. Donc l'Éthiopie, ça a été un des derniers pays là, qui a mis fin à l'adoption internationale, après qu'il y ait eu plusieurs cas et scandales aux États-Unis d'enfants maltraités et voire même assassinés par les familles adoptantes. Il y a eu le cas en Haïti, après le séisme de 2010, où Haïti a fermé les portes de l'adoption internationale pendant 2-3 ans pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prédation sur les enfants dont on n'était pas encore sûr qu'ils soient orphelins. Donc toute cette question-là aussi, c'est par exemple quand est-ce que se développe l'adoption internationale. On se rend compte que c'est souvent en lien avec des catastrophes naturelles, des guerres, etc., etc. Et donc du coup, il y a toujours cette idée de prendre en compte l'histoire, prendre en compte le capitalisme, prendre en compte le racisme pour se rendre compte de ce qui fait que peut-être qu'on va placer beaucoup plus vite des enfants non blancs dans des foyers qu'on ne le ferait pas avec des enfants blancs. Est-ce qu'on essaye de préserver les familles noires de la même façon qu'on essaye de préserver les familles blanches? Donc pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de montrer que toutes ces questions-là sont liées, déjà pour pouvoir créer des solidarités. Donc c'est ce que j'ai fait pendant le mois des adoptés, par exemple, avec la table ronde où on parlait de l'adoption internationale et de la question des mineurs isolés étrangers. Parce qu'en fait, c'est le même statut. Un enfant qui est adopté à l'international, c'est un mineur isolé étranger. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des mineurs isolés étrangers qui sont les bienvenus, ceux qui vont en fait aller dans les familles blanches, et puis d'autres qui ne sont pas les bienvenus, qui sont ceux qui sont vraiment isolés dans le sens où ils se retrouvent dans des hôtels, etc. etc. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Si on pense en termes de justice reproductive, on peut faire le pont entre les mineurs isolés étrangers et les adoptés à l'international. On peut faire le pont entre les stérilisations forcées de femmes sur l'île de la Réunion dans les années 70-80 versus le militantisme en France hexagonale pour avoir accès à la contraception. Et donc, du coup, ça permet aussi de se dire on n'est pas toujours sur les mêmes enjeux. En fait, certaines peuvent militer pour avoir accès à la contraception quand d'autres, en fait, leur militance s'articule autour du fait de pouvoir garder leurs enfants, sachant que l'île de la Réunion, c'est aussi l'endroit qui a fait l'objet d'une expérimentation étatique qui est le déplacement des enfants réunionnais vers la Creuse et vers d'autres régions. Et ça aussi, là, on est complètement, là, on est même dans la déportation d'enfants. C'est-à-dire qu'on les vole à leur famille pour les envoyer en France hexagonale pour qu'ils soient, pour la grande majorité, exploités comme main-d'œuvre agricole. Donc, pour moi, c'est vraiment cet enjeu-là, et c'est justement de repolitiser la question de l'enfance et des parentalités, parce que je dirais que historiquement, et c'est aussi normal, les mouvements féministes dits de la deuxième vague se sont beaucoup centrés sur la question de décorréler la fonction reproductive des femmes et l'identité ou le statut de femme. Et donc, à un moment donné de l'histoire, dans les années 70, c'est très important de pouvoir exister au-delà du fait de justement être là pour produire des enfants et élever des enfants, etc. Mais du coup, si ce ne sont pas les milieux féministes et antiracistes, etc., qui se chargent de la question de l'enfance et de la question de l'enfance qui va du coup avec la question des droits des femmes, parce que les femmes ont quand même continué à s'occuper des enfants, en fait. Donc, et à produire des enfants aussi. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une limite, on va dire théorique, mais aussi pratique, qui fait que moi, j'aimerais voir justement la réflexion menée sur les violences institutionnelles contre les Noirs, par exemple, dans le cadre de la négrophobie. C'est pas seulement la police qui nous tue. Si on commence à regarder les discriminations dans le champ de la santé, dans le champ de la santé mentale, dans le champ justement du travail social, il y a beaucoup d'études qui sont faites aux États-Unis et qui, je pense, si elles étaient répliquées en France, donneraient les mêmes résultats. Aux États-Unis, on voit que les enfants placés en foyer sont majoritairement noirs ou autochtones, Native Americans et latinos. Et les personnes qui sont incarcérées ont souvent fait leur jeunesse dans les foyers. Et donc, il y a un vrai chemin qui fait qu'il y a certaines personnes, mais comme ça a pu être le cas en France à une époque, quelqu'un comme Jean Genet, à l'époque de la criminalisation de l'enfance justement populaire, prolétaire, il y avait des personnes qui passaient la majeure partie de leur vie enfermées, parce qu'ils commençaient dans des foyers ou dans des prisons pour mineurs, et ensuite, ils finissaient dans des prisons pour adultes. Donc, cette question-là aussi, cette question de qu'est-ce qui se passe pour les jeunes qui sont en foyer? Est-ce qu'on a une corrélation entre les personnes qui, aujourd'hui, sont en prison et quel est le pourcentage des personnes qui sont aujourd'hui en prison qui ont été en foyer? On sait qu'il y a 1/3 des SDF en France qui sont issus de la protection sociale et de la protection de l'enfance. Donc, ça aussi, une des choses que je dis souvent sur l'adoption, c'est qu'il y a tout un discours autour de l'adoption et j'ai aussi de la protection de l'enfance, qui est de sauver les enfants, sauvons les enfants, etc. Mais personne vient nous voir à l'âge adulte. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a été sauvé si, c'est pareil, en France, on n'a pas de statistiques sur le taux de suicide des personnes adoptées?
Moi, j'ai beaucoup de personnes adoptées dans mon entourage qui ont mis fin à leur jour. Donc, en fait, s'il s'agit de nous sauver, moi, j'aimerais des études longitudinales sur le fait qu'effectivement, on est là à 30-35 ans et on va bien. Ouais. Et tant pour les personnes placées en foyer que pour les personnes adoptées, c'est malheureusement souvent pas le cas. Ouais. Je vais devoir clôturer parce que c'est super intéressant. Je pourrais parler des heures encore avec toi. Mais la question fatidique que tout le monde se pose, c'est « et toi dans tout ça ?» Est-ce que tu veux devenir maman ? Alors moi, je suis déjà maman parce que mon conjoint a un fils et nous, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc je considère que c'est mon fils. Mais aussi dans cette idée qu'effectivement, pour moi, la famille n'est pas une donnée biologique et donc on fait famille avec qui on a envie de faire famille. Donc voilà, moi, j'ai déjà un fils, mais par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant. Ça ne m'a jamais intéressée et j'ai même toujours eu une volonté assez farouche de ne pas être enceinte et qui là maintenant est d'autant plus officielle que j'ai donc subi une hystérectomie il y a à peu près un mois. Alors pas parce que pas uniquement pour des raisons de stérilisation, parce qu'on peut se faire ligaturer les trompes, ce qui est quand même moins hardcore, mais comme j'avais des problèmes de fibrome qui sont un autre enjeu pour les femmes noires et là surtout pour les femmes noires qui justement pour le coup veulent avoir des enfants, parce qu'il y a très peu de recherches sur les fibromes utérins et un des stéréotypes sur les noirs, c'est qu'on serait très efficace pour faire des enfants, alors que la stérilité des femmes noires est un vrai enjeu, en particulier quand on commence à croiser les questions de drépanocytose, de fibrome utérin, d'endométriose. Et donc là encore, la justice reproductive, ça servirait à ça aussi. Si on menait des réflexions et des recherches sur ces questions-là, on pourrait d'un côté, par exemple pour moi, voir pourquoi est-ce que les médecins refusent de faire des hystérectomies aux femmes de moins de 40 ans, parce que c'est une aberration de ne pas vouloir être enceinte, et de l'autre, essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de recherche quasiment sur la question des fibromes et d'essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que autant de femmes noires sont touchées par les fibromes utérins et comprendre pourquoi est-ce qu'en France on n'a pas de campagne ciblée pour inciter les Noirs à donner leur sang alors qu'on sait que la drépanocytose touche majoritairement les communautés noires, etc. etc. Donc pour moi, je dirais que comme toujours, le privé est politique et donc oui, non, pour moi faire famille, c'est pas une donnée biologique, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer sur les questions de justice reproductive pour que justement, quel que soit l'endroit où on se situe sur le spectre et du genre et de l'orientation sexuelle et du désir ou non d'enfant et de l'appartenance raciale et du handicap, on puisse avoir accès à des soins qui sont calibrés pour nous, on puisse avoir accès à du suivi qui soit adapté à nos besoins et donc qu'on puisse s'assurer aussi de pouvoir rester en vie le plus longtemps possible parce que voilà, là on l'a vu aussi avec le Covid, ce sont les communautés noires et maghrébines qui ont été énormément affectées en termes de mort et voilà, et donc je dirais que voilà, moi ma grosse en tout cas le sujet sur lequel je vais me battre là sur les prochaines années, c'est vraiment pour étendre cette compréhension de ce que sont les violences institutionnelles et de ce qui nous tue finalement. Et moi, j'aurais tendance à dire que finalement, les violences policières, c'est la farce émergée de l'iceberg. Ce qui tue les communautés noires, c'est les violences institutionnelles dans le champ de la santé, dans le champ obstétrique, etc. Et ça, on n'y a pas encore touché. Et vraiment la question des placements aussi. Si on veut parler de mettre fin justement au complexe carcéral, il faut se poser la question vraiment du devenir des personnes qui sont placées en foyer. En tout cas, merci beaucoup Amandine. Dernière question, parce que du coup, tu es quand même chez Tant que je serai noire, donc il faut que je te pose les fameuses questions. Est-ce que tu as un titre favori, un titre d'une afrodescendante que tu aimes beaucoup, que tu veux nous partager ? De musique ? Ouais. Oh là. Il fallait me demander avant, je sais pas penser. Je vais réfléchir. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? C'est vrai qu'en général, je propose ça en amont, mais je voulais avoir la tête. J'aime bien aussi des fois avoir la tête en train de chercher comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire ? Et aussi que j'ai pas déjà dit des fois. Que j'essaie de trouver un morceau. En fait, non, comme c'est l'été et que je suis dans mon truc un peu léger, et je dirais Donna Summer Last Dance, qui est aussi un bon morceau de Pride, et comme on sort du mois de Pride, c'est... Ça tombe à pic. Voilà.
Ok, nice choice. Je pense pas qu'on aura le temps de passer. Ah bah si, on va se mettre un peu dans l'ambiance rapidement. Un peu de disco. C'est ça, ça fait un peu de bien. Après cette période de confinement, on était enfermés chez nous. Ah non, mais c'est ça. Non, le disco, c'est la vie. C'est clair. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ensuite, deuxième question, est-ce que tu as une actrice afro-descendante que tu aimes beaucoup aussi et que tu souhaiterais partager avec nous? Bon, bah, je pense que tout le monde la connaît, mais bon, c'est parce qu'elle n'est pas seulement actrice, c'est Michaela Coel. Voilà. Ah bah oui, là, en plus, là avec la série, là, je ne l'ai pas encore regardée. Là, en ce moment, c'est difficile de ne pas penser à elle, quoi. En tout cas, tu l'as regardée? Et je commence et Ouais, t'es... Ok. Ah, je suis contente. Pas de spoil, ok, d'accord. Et dernière question, comment tu compléterais cette phrase? Tant que je serai noire? Bah, je me battrai. Nice. Merci beaucoup, Amandine. Je t'en prie, merci pour l'invitation.